Coucou mes petits démons. Comment nos chères petites têtes blondes au visage d'ange, qui incarnent dans notre esprit la candeur, la naïveté et la pureté, peuvent-ils être capables des pires atrocités? C'est un sujet aussi bien fascinant que terrifiant que nous allons explorer ensemble à travers 5 faits divers dans lesquels il faudra retenir qu'il faut toujours se méfier des apparences. Car oui, notre réalité n'est parfois qu'illusion. Mais attention, petit warning, car après ça, vous risquez de ne plus jamais voir les enfants de la même manière. Alors, prêt à embarquer dans la dark zone? À vos risques et périls. Je vais commencer par vous raconter l'histoire du plus jeune tueur en série du monde. Il s'agit Tabahed Sadha. Tabahed Sadha voit le jour en Inde en 1998 dans une famille nombreuse et très pauvre. Enfant, ses parents n'ont pas pu beaucoup aller à l'école. Ils sont donc très peu instruits et éduqués. En 2004, alors que sa mère est en fin de grossesse, il déménage dans un village voisin, celui de Mushahar où vit l'oncle Damahed, lui-même père d'une grande famille. Ils partent habiter là-bas car le père y décroche un emploi en tant qu'ouvrier. Ce travail lui permet de gagner un peu plus d'argent qu'avant, même si ce nouveau salaire reste dérisoire pour couvrir tous les besoins de sa famille. Peu après le déménagement, la mère d'Amahit donne vie à son énième enfant. Surmenée par son arrivée, elle délaisse le reste de la fratrie, tant le petit dernier lui monopolise tout son temps et toute son énergie. Ainsi, les plus grands s'en vont traîner dans les rues pour rejoindre les autres jeunes du quartier, laissant les plus petits livrés à eux-mêmes. Amahit a 8 ans et a rapidement mauvaise réputation au village. Il se montre cruel envers les camarades de son âge et ceux plus jeunes que lui. Parfois, il les frappe et leur donne des coups de pied sans raison apparente. Ce sont les premiers signes que quelque chose de grave et d'anormal cloche chez ce jeune garçon. Au fur et à mesure du temps, plusieurs voisins se rendent compte que l'une de ses cousines âgée d'1 an a disparu. Ils ont l'habitude de la voir jouer dehors, mais cela fait longtemps qu'ils ne l'ont pas aperçue dans les parages. Malgré cela, ils ne s'inquiètent pas outre mesure de la disparition de la petite fille, pensant qu'elle a été confiée à un autre adulte. Mais peu de temps après, c'est un autre membre de la famille d'Amaï qui disparaît subitement à son tour. Et pas n'importe lequel, il s'agit de la petite dernière, sa petite sœur de 8 mois. En effet, les voisins n'aperçoivent désormais plus le bébé dans les bras de sa maman, contrairement à d'habitude. Mais de nature discrète et distante, la mère ne se confie jamais à personne. Les habitants du village trouvent la situation bizarre et se demandent où le nourrisson a-t-il bien pu passer. Or, aucun d'eux n'ose la questionner à ce sujet. Et ils finissent par spéculer entre eux sur les étranges disparitions de la famille. Quand une autre disparition, cette fois-ci celle d'un bébé du village n'appartenant pas à la famille Sadha, les interpelle de nouveau. Ce jour-là, en début d'après-midi, une maman joue tranquillement avec sa fille de 6 mois tout près de l'école, mais soudain, elle se souvient qu'elle a oublié d'éteindre le feu sur sa gazinière après avoir cuisiné juste avant de sortir de sa maison. Dans la panique, elle dépose sa fille dans un lit du dortoir de l'école et se précipite vers chez elle pour éviter tout incident. Mais en revenant, elle ne pensait pas que son absence de quelques minutes seulement aurait causé la perte de sa fille. En effet, en retournant auprès d'elle, elle se rend compte que le berceau est désormais vide. La maman la cherche partout, mais sans succès. Affolée, elle alerte les villageois et leur demande de l'aide. Dans le village, tous pointent du doigt le jeune Tabahed Sadha, qui ce jour-là avait été aperçu en train de rôder autour de l'école. Les habitants sont très suspicieux envers l'enfant et décident d'appeler la police pour qu'elle mène l'enquête. Les villageois accusent avec virulence le jeune garçon, mais la police ne les prend pas au sérieux pour autant et reste sceptique face à cette hystérie collective. Pour calmer le jeu et faire taire les rumeurs délirantes, la police emmène quand même l'accusé qui leur semble illégitime au poste, pensant le libérer au bout de 2-3 questions seulement. Mais ils étaient loin d'imaginer les révélations qu'ils allaient entendre de la bouche du jeune garçon. Sadha raconte avec un détachement déconcertant ce qu'il a fait. Je jouais dans l'école et j'y ai trouvé un bébé qui y dormait. Je l'ai sorti du lit et je l'ai emmené jusqu'à un champ. Là, je l'ai tué et je lui ai cassé la tête avec une pierre avant de l'enterrer. Après ça, je suis rentrée chez moi. Il énumère les faits comme si quelque chose de banal s'était produit. Comme s'il parlait simplement du beau temps ou de la pluie, ce qui rendait ses paroles d'autant plus choquantes. À la surprise générale des policiers, Hamaid confirme malheureusement les suspicions des villageois. Après ces effroyables paroles, il conduisit ensuite les policiers stupéfaits jusqu'au corps de la victime. À la surprise générale des policiers, il découvre
découvre alors avec effroi le corps inanimé de Couche-Beau, dissimulé dans un trou peu profond, simplement recouvert d'un tas de brindilles et de feuilles. Un rapide coup d'œil sur le cadavre confirme que le jeune garçon a étranglé le bébé jusqu'à son dernier souffle avant de lui jeter une brique à la tête. C'est après son arrestation qu'Hamait révèle être responsable non seulement de cet odieux crime, mais aussi des 2 disparitions précédentes, celles de sa cousine et de sa petite sœur. Il les aurait également assassinés avec le même mode opératoire. Après les avoir étranglés jusqu'à leur dernier souffle, il les a défigurés avec une pierre avant de les enterrer. Il n'avait en fait que 7 ans lors de son premier meurtre et il a donc tué au total 3 bébés en l'espace d'1 an. Beau palmarès. Guy Georges n'a qu'à bien se tenir. Selon l'oncle de Sada, ses parents auraient couvert les 2 premiers meurtres de leur fils pour le protéger. C'est quand même beau l'amour inconditionnel. La mère du garçon a ainsi menti aux autorités lorsque sa fille est morte, en leur disant qu'elle était décédée de manière naturelle, alors qu'ils étaient déjà au courant que c'était son frère le responsable de son décès. Secret qu'ils ont gardé pour eux afin d'éviter davantage de problèmes. Mais cette fois-ci, après le meurtre du nourrisson qui ne faisait pas partie de leur famille, ils ne pouvaient plus cacher les actes odieux de leur fils et continuer de le protéger des conséquences de ses actes meurtriers. Compte tenu du fait qu'Hamait a débuté sa folie meurtrière en s'attaquant d'abord à son cousin et à sa sœur, il est difficile de comprendre pourquoi la famille d'Hamait a fermé les yeux sur ses 2 premiers décès. Malheureusement, les Sada croyaient que les meurtres étaient une affaire de famille, mais à cause de cette sorte de loyauté familiale, un 3e bébé a perdu la vie à son tour. Le fait que la famille Sada a tenté de dissimuler ses crimes n'a rendu service à personne. Cela n'a pas permis au jeune garçon de réaliser que ce qu'il avait fait était mal et interdit. D'autres drames auraient ainsi pu être évités. La curieuse demande d'Hamait lors de l'interrogatoire de police est le principal indicateur qui montre qu'il n'a pas pris les meurtres au sérieux. Son comportement tout au long de l'entrevue était pour le moins préoccupant. Il parlait peu mais souriait beaucoup sans raison apparente et de ses grands yeux fixaient de façon étrange sans jamais détourner le regard. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué les 3 bébés, Sada a simplement souri et ensuite demandé des biscuits. Selon la police, le garçon n'a montré aucune once de remords concernant ses actes et les a avoués sans sourciller. Plusieurs hypothèses concernant les troubles du comportement du petit garçon ont été émises. Pour le psychanalyste Samshad Hussein, Hamait souffrirait d'un trouble des conduites. C'est une maladie qui peut être héréditaire. Elle est causée par un déséquilibre chimique qui se crée au niveau du cerveau. Ce trouble entraîne des problèmes émotionnels et comportementaux qui amènent souvent les personnes qui en sont victimes à se montrer plus facilement en colère, agressives, voire même plus violentes que les autres. En gros, elles réagissent au quart de tour et sont beaucoup plus impulsives que la moyenne. Les réponses à leur environnement se trouvent alors bien souvent inadaptées. Selon les experts, ce dérèglement important des connexions neuronales a amené Hamait à se comporter de manière sadique. À cause de ce déséquilibre, à chaque fois qu'il inflige des blessures aux autres, il obtient un sentiment de gratification indépendamment de sa volonté. À chaque fois qu'il fait du mal, il se sent apaisé et récompensé. Un autre thérapeute a également souligné que Sada ne semblait pas saisir les notions de bien et de mal. C'est une caractéristique que l'on retrouve aussi dans la psychopathie, avec un manque d'empathie certain, une absence de remords, ainsi qu'une forte impulsivité. On ne sait pas pourquoi Hamait a ciblé les bébés, mais il semble que cela soit dû à leur petite taille et à leur impossibilité à se défendre. Ce sont des cibles évidemment bien plus faciles. De mon côté, je me suis aussi fait ma propre réflexion et je me suis dit que tuer sa sœur était peut-être un acte symbolique. Pour lui, c'était probablement une façon d'exprimer sa jalousie envers elle, car suite à cette dernière naissance, Hamait semblait se sentir complètement abandonné par sa mère. Sa frustration et sa colère grandissante se seraient alors ensuite emparées de lui. Le bébé symbolisait tout ce que le garçon n'était plus aux yeux de sa maman. À la place, il était devenu un enfant négligé, à qui l'on ne prête plus vraiment d'importance ni d'attention et dont on ne prend plus vraiment soin. Le fait qu'il défigurait ses victimes avec une pierre après les avoir tuées à main nue peut aussi expliquer le fait qu'il voulait à tout prix annihiler l'existence de ces petits êtres qui prennent soudainement toute la place. Cela lui permettait aussi de ne plus voir le visage des bébés à qui il venait d'ôter la vie et donc en quelque sorte de nier ses actes. Je pense aussi qu'inconsciemment il faisait cela par simple dissimulation de façon à ce qu'on ne puisse pas identifier les victimes. Le
garçon a été placé dans une maison de détention provisoire dans la ville voisine de Munger. Selon la loi indienne, un enfant mineur ne peut pas être condamné à mort ou envoyé en prison plus de 3 ans. Mais en revanche, il peut être détenu dans un foyer d'enfants jusqu'à sa majorité. Il y passa donc 10 ans en isolement, à l'écart des autres détenus en raison de sa dangerosité. À ce jour, il est âgé de 24 ans et cela fait donc 6 ans qu'il a été libéré sous une nouvelle identité. Je ne sais pas si les hôpitaux psychiatriques existent en Inde, mais je pense que la meilleure solution aurait été qu'il se fasse interner là-bas pour se faire soigner avant d'être libéré. Je sais pas vous, mais pour moi, enfermer quelqu'un de sain ou de perturbé et le couper d'un maximum de liens sociaux, je suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. Et à mon humble avis, je me dis qu'il serait probablement capable de tuer à nouveau. Passons maintenant à l'histoire de Lionel Tate, le plus jeune citoyen américain condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dewey, tout juste divorcée, déménage avec sa petite fille Tiffany dans un comté de Floride. C'est ici qu'elle fait la rencontre de Kathleen, elle aussi fraîchement divorcée et maman d'un jeune garçon de 12 ans. Elles se lient rapidement d'amitié et s'entraînent mutuellement et à tour de rôle pour s'occuper de la garde de leurs enfants lorsque celles-ci doivent partir travailler. Lionel est un garçon assez grand et costaud pour son âge. Il joue souvent avec la petite Tiffany avec qui il s'entend très bien. Le 28 juillet 99, c'est la mère de Lionel qui garde les enfants jusqu'en fin de soirée car Dewey travaille jusque tard. Quant à Kathleen qui est agent de police, celle-ci doit travailler de nuit et attend le retour de son amie pour être relayée. Comme celle-ci doit bientôt reprendre du service, elle profite que les enfants jouent tranquillement en bas dans le salon pour faire une petite sieste dans sa chambre à coucher située à l'étage. Mais épuisée, la maman de Lionel dort plus longtemps que prévu. À 22h30, les enfants ne sont toujours pas couchés et son fils joue toujours avec la fille de Dewey dans le salon. Dans l'excitation, le jeune Lionel reproduit des combats de catch qu'il a vus à la télévision. Il s'amuse à sauter sur la fillette alors qu'il a le double de son âge et qu'il fait au moins 50 kilos de plus qu'elle. Sa mère entend du bruit et finit par se réveiller. Vers 23h, Dewey a bientôt fini sa journée de travail quand son portable se met à sonner. Il s'agit de Kathleen. Elle a soudain le pressentiment que quelque chose de grave s'est passé. Elle décroche et son amie lui demande si sa fille a des problèmes d'asthme car celle-ci ne respire plus. Son instinct maternel a eu raison d'elle et au lieu de rentrer, elle se rend directement à l'hôpital. Impuissante et dévastée, elle ne pourra que constater le décès de Tiffany. Une autopsie révélera que la fillette a eu le crâne et des côtes fracturées ainsi que le foie perforé. Au total, on compte une trentaine de lésions sur le corps de la petite, ce qui laisse penser qu'elle a subi un véritable passage à tabac. Deux jours plus tard, lors de l'interrogatoire, Lionel dit avoir enserré la tête de Tiffany et l'avoir cognée malencontreusement contre la table. Il voulait imiter les gestes de ses stars de catch préférées. Il répète aux enquêteurs qu'il ne s'agissait pour lui que d'un jeu qui a mal tourné. Les jambes, les pieds et le cou de la victime portaient tous de graves ecchymoses. Son crâne et l'une de ses côtes étaient fracturées, son foie lacéré et son cerveau complètement enflé. L'expertise affirme que la quantité de force utilisée sur elle était semblable à celle d'une voiture en excès de vitesse, la percutant de plein fouet. Lionel explique que dans l'excitation, il ne s'est pas rendu compte du mal qu'il faisait subir à sa partenaire de jeu et de la force qu'il exerçait sur elle. Je vous le rappelle, il n'a que 12 ans, mais pour son âge, c'est un sacré morceau. Il est plus grand et plus costaud que certains adultes. De plus, la fillette a seulement 6 ans. Donc il y a une sacrée différence de poids et de taille. Lionel Tate dit aux enquêteurs qu'il entendait la petite fille gémir par moments, mais il pensait qu'elle jouait tout simplement la comédie. C'est trop tard qu'il s'arrêta et qu'il comprit que la petite fille ne simulait pas pour jouer, mais qu'en réalité, elle gémissait de douleur. Suite à l'interrogatoire, une reconstitution des faits est effectuée. L'un des enquêteurs joue le rôle de Tiffany. Au départ, les gestes de Lionel Tate sont bon enfant, mais très vite, il devient beaucoup plus brusque, entraînant violemment l'enquêteur par le bras, le faisant basculer sur le canapé, puis le balançant contre la rampe d'escalier. C'est en janvier 2001 que s'ouvre le procès de Lionel Tate, soit 2 ans après le dramatique événement. Le garçon est alors âgé de 14 ans seulement. Dans l'attente de son jugement, il a passé 2 ans dans un centre de détention pour mineurs où il a pu préparer sa défense à l'aide de son avocat. Au début de la procédure, le procureur lui propose la possibilité d'un arrangement. Si Lionel plaide coupable, celui-ci sera incarcéré dans un centre de détention pour mineurs durant 3 ans de plus, suivi d'1 an d'assignation à résidence et de 10 ans de probation avec accompagnement psychologique
psychologique et thérapeutique. L'avocat et sa mère sont convaincus que la justice finira par conclure à une mort accidentelle et ils conseillent à Lionel de refuser l'offre, chose qu'il fit bien évidemment. Mais contre toute attente, la gravité des blessures de la fillette incite le procureur de l'État à juger Lionel comme un adulte. Alors que Lionel n'a que 13 ans, les lois de la Floride exigent que le jury le condamne pour meurtre au premier degré, sans même chercher à prouver qu'il n'avait peut-être pas eu l'intention de blesser ou de tuer la petite fille. C'est donc la règle du meurtre criminel qui s'applique dans ce genre de cas. Et oui, selon les lois de la Floride, tout acte intentionnel dont on peut s'attendre à ce qu'il entraîne des blessures physiques à un enfant est considéré comme de la maltraitance. Le 25 janvier 2001, le verdict est sans appel. Les 12 membres du jury finissent donc par accabler Lionel Tate de meurtre au premier degré. Sa mère aurait mieux fait d'accepter le plaidoyer proposé par le procureur. Elle a dû s'en mordre les doigts. Avant de condamner Lionel à la prison à perpétuité, voici ce que le juge a déclaré à son sujet. Les actes de Lionel n'étaient pas les actes ludiques d'un enfant de 12 ans. Ceci était froid, impitoyable et indescriptiblement cruel. À 14 ans, Lionel Tate devient le plus jeune citoyen américain condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui est quand même assez exceptionnel. Suite à cette sentence, Lionel et son avocat font appel. Divers groupes de défense et de soutien des droits de l'homme, tels qu'Amnesty International, se joignent à eux et s'insurgent de cette condamnation. Pour eux, emprisonner un enfant préadolescent à vie sans devoir prouver que celui-ci avait l'intention de causer un préjudice, des blessures graves ou même la mort est inacceptable. L'argument donné par l'accusation est que les lutteurs se relèvent toujours. Mais la défense décrit Lionel comme un enfant immature qui n'avait pas conscience du mal qu'il faisait. Il pense que Tiffany a été tuée de manière accidentelle et non avec préméditation. Mais les parents de la victime ne sont pas du tout de cet avis, car le garçon s'est acharné pendant plusieurs minutes sur leur fille sans défense. Pour eux, le jeune Lionel a commis un meurtre sauvage et brutal. Son père dira: « La petite est morte et on ne se soucie que de son meurtrier. Je suis d'accord pour une sentence clémente, mais pas dans cette vie-là. » Un expert de l'accusation avait déclaré que les blessures de Tiffany étaient si sévères qu'il ne pouvait pas s'agir d'un simple accident. L'autopsie a par ailleurs démontré que ces blessures étaient comparables à celles provoquées par une chute d'un 3e étage. En effet, celle-ci laisse penser qu'un certain nombre de blessures internes auraient été provoquées par un acharnement de violence et non par quelques prises imitées de catch. Le garçon l'aurait donc battu à mort. Grâce au soutien de plusieurs associations défendant les mineurs, c'est en 2004 que la Cour d'appel de Floride révise le procès. Lors de ce nouveau jugement, le même accord de plaidoyer qu'avait initialement refusé Lionel lui est de nouveau proposé par le juge. Cette fois-ci, il accepte de plaider coupable, espérant une peine beaucoup plus clémente. Lionel apporte également de nouvelles précisions sur le soir du meurtre. Il affirme qu'il avait interrompu la partie de jeu durant quelques minutes pour aller aux toilettes qui se trouvaient à l'étage. Pendant ce court laps de temps, Tiffany s'était étendue sur la dernière marche de l'escalier. En revenant et en la découvrant ainsi, Lionel, s'imaginant toujours dans la peau de l'un de ses catcheurs favoris, avait eu l'envie irrépressible de lui sauter dessus du haut de l'escalier en colimaçon. Très mauvaise idée. Suite à ce dernier procès, la condamnation à perpétuité est annulée au motif que la capacité mentale de Lionel Tate n'avait pas été évaluée avant le déroulement du procès. Suite à ça, il est libéré et assigné à résidence pour 1 an avec 10 ans de probation. Mais peu de temps après, alors qu'il a 17 ans, Lionel est de nouveau arrêté pour la violation de sa probation après être sorti de chez lui armé d'un couteau. Lors d'une soirée animée entre mecs, il aurait braqué un livreur de pizza pour ne pas avoir à payer sa commande. C'est vraiment trop con. Suite à ce délit, Lionel est emprisonné une 50aine de jours et sa probation s'allonge de 5 années, passant de 10 ans à 15 ans de mise à l'épreuve. Le 23 mai 2005, rebelote, Lionel est maintenant majeur et cette fois-ci, il est accusé de cambriolage à main armée avec coups et blessures. Et il a donc encore une fois violé sa probation. Lionel Tate a admis avoir violé sa probation en possédant une arme à feu, mais il a refusé de répondre aux questions sur l'endroit où il se l'était procuré, arme dont il a ensuite pris soin de se débarrasser. En 2006, il écope finalement de 30 ans de prison pour viol de sa probation. Le 19 février 2008, Lionel n'a pas contesté et a été condamné à 10 ans de prison, la peine courue en même temps que sa peine de 30 ans.
Lionel Tate est toujours détenu à l'établissement correctionnel de Charlotte. En tout cas, on ne pourra pas dire que la justice ne lui a pas laissé sa chance. Lorsqu'il aura une cinquantaine d'années, Lionel Tate sera probablement éligible à une libération conditionnelle. Mais bon, après avoir été coupé de la société aussi longtemps et sortir de prison après tant d'années, ça donne généralement rien de bon pour la suite. En 2011, un reportage qui traitait de son affaire a eu lieu. Dans celui-ci, Lionel a révélé avoir fait une tentative de suicide il y a peu. Il explique que le souvenir de la petite Tiffany le hante tous les jours et qu'à chaque réveil, il a sa mort sur la conscience. Bien que la mère de la victime ait réussi à lui pardonner son acte, ce que je trouve d'ailleurs très noble. Moi perso, à sa place, je suis pas sûre que j'en aurais été capable. Dans tous les cas, c'est une bien triste histoire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vais continuer de traiter des faits divers concernant des mineurs qui ont commis l'irréparable. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Dark Zone. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si cela vous dit, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifs pour ne louper aucune de mes prochaines publications. À bientôt mes petits démons.